mardi, bienvenue sur les ondes de Boulevard en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une excellente soirée ensemble puisqu'on va vous présenter ce soir un individu qui ne laisse personne indifférent, l'excellent Doc Boucher. Son prénom, Denis Boucher, qui est docteur en médecine expérimentale. Salut, bonne année 2023! Hey, bonne année 2023! Il y a tous les petits gros sur la planète aussi. Tous les petits gros qui vont être encore une fois heurtés ce soir. Oui, ça va leur faire de la peine, Qu'est-ce vraiment. qu'il dit là? C'est un docteur qui dit salut les petits gros, ça n'a pas de bon sens. Hey, Denis, je vais te faire une confidence. Là. Vas-y, il y a de ça plusieurs années, j'allais faire régulièrement mon tour aux États-Unis. Ouais. Puis quand j'allais faire un tour dans le secteur de South Beach, puis la Floride et tout ça, je voyais que l'Américain moyen commençait à prendre énormément d'expansion. Ouais. Puis je me disais, ah, les Américains sont ci, sont ça. Je reviens de voyage. J'étais faire un tour à Cancun, comme je te disais tantôt, hors d'onde. Puis j'étais avec un groupe de Québécois. Là, puis les Québécois. On les a à côté, les Américains? On s'approche, les Américains. Solide. On explique ça comment? Écoute, depuis 1970, le travail est devenu sédentaire. La bouffe est devenue transformée, raffinée, en abondance. Écoute, tu peux manger en abondance sans te priver. Ouais. Et on est des gens avec des mini-métabolismes. Donc, fais cette combinaison d'aliments transformés, de sédentarité extrême, de mini-métabolisme, et tu crées de l'obésité. Dans les années 70, l'erreur qui est arrivée, c'était le pic des maladies cardiaques sur la planète, dans les pays industrialisés. Et ce qu'on a commencé à dire, les maladies cardiaques, c'est du gras dans les artères. On va diminuer le gras dans l'alimentation. Donc, ce que tu as commencé à avoir, c'est des yogourts faibles en gras, mais bourrés de sucre. Ouais. Donc, Exact. le fait de les bourrer de sucre a eu l'effet inverse, c'est que là, on a eu, grâce à ça, un pic d'obésité. On a eu vraiment l'augmentation des courbes d'obésité à partir des années 1975. Ouais. Puis là, on jugeait les Américains dans le temps. Puis là, notre société, la société québécoise, on est rendu aussi gros que les Américains pratiquement. Wow, oui, les statistiques sont similaires. Écoute, on parle de ça. En 1975, il y avait 1% d'enfants obèses sur la planète. En 1975, 1% 1%. d'enfants obèses. OK. OK. En 2016, je n'ai pas de données plus récentes, on était rendu à 7%. Si tu combinais obésité et surplus de poids, c'était à 4%. Et là, c'est rendu à 18%. Probablement 20 avec l'augmentation. Ouais. C'est terrible. Là. C'est un problème qui n'a pas de solution. Si ce n'est que l'éducation, puis c'est la raison pour laquelle tu te pointes chez nous à Boulevard une fois de temps en temps, c'est que tu viens faire de l'éducation, mais tu sais, juste à faire le constat, là, tu sais, actuellement, t'as-tu déjà écouté Simpson, toi, Monsieur Burns, là? Ben oui, Monsieur Burns. Là, actuellement, là, les propriétaires de salons de gym, là, je les vois tous comme des Monsieur Burns. Ah, excellent! Mois de janvier, Oui, excellent! ben- Parce que moi, le petit gros, je me suis réinscrit pendant 1 an au gym, là. Oui. Et je sais très bien que parmi les petits gros, dont je fais partie une fois de temps en temps, on va être, après 3 mois, on va peut-être être 10% de... Je vais rester, Qui oui. va rester. Ah oui, oui. Ouais. Parce que moi, je les ai regardés rentrer, parce que moi, je suis en gym régulièrement, parce que Ouais. j'aime m'entraîner de façon musculaire. Ils ont tous l'air de des zombies, là. Ils sont perdus, ils n'ont jamais fait d'entraînement de leur vie, ils rentrent Ouais. dans le gym, ils pensent qu'ils vont avoir des résultats exceptionnels, et là, ça pousse la machine, et là, ça va tout abandonner dans pas grand temps. Hein? Mais tu parlais des Simpsons, tu sais, c'est quoi le test de pourcentage de gras que j'ai trouvé le plus parfait sur la planète? Celui que le médecin a fait à Homer Simpson. Non? Une pichenole sur la bedaine, puis c'est quand le gras arrête de vibrer qu'il détermine le pourcentage de gras. T'as jamais vu ça? Non! J'étais totalement crampé. C'était incroyable. Je l'imagine, mais pourquoi? On avait un bel exemple. Là. Nos voisins, ils profitaient peut-être un peu trop de la vie, puis ils s'occupaient pas de leur santé. Ils ont grossi rapidement. On était plusieurs à revenir des États-Unis et à parler du phénomène des petits gros sur les plages. On disait que les Américains sont bien gros. Puis là, on est en train de les rattraper, là, ou d'être comme eux. Là, je sais pas, je suis pas capable de faire des comparatifs, mais je sais pas. Est-ce qu'on a tenté de normaliser le petit gros? Ouais. En disant, regarde, il est comme ça, c'est la vie, puis C'est pas de sa on faute, doit pauvre pas lui dire qu'il petit, est c'est en son mauvaise métabolisme. santé, c'est son métabolisme. Si tu vois, si tu as été aux États-Unis dernièrement, il y a des publicités américaines dans lesquelles on voit deux personnes qui sont clairement overweight, là, qui sont sur un divan, puis ont été choisis parce qu'ils sont overweight, qui sont sur un divan parce qu'on veut montrer une diversité des corps. Mais en bout de ligne, parce que je trouve que c'est légitime de vouloir montrer qu'il y a une diversité des corps, mais de pratiquement nous faire croire que quand tu pèses 100 livres de plus que ce que tu devrais peser,
ben t'es quand même en santé. C'est Non, pas non. un médecin qui va... Tu peux pas être en santé avec 100 livres en overweight. ondes, le médecin va dire, ben vous savez, il y a un pourcentage des gens qui sont quand même en santé, mais il n'y a pas un médecin qui va dire, quand tu payes 100 livres de trop, c'est un problème pour ta santé. C'est un problème. Puis si t'en as Il pas, va se faire castrer, ce médecin-là. si t'en as pas là, tu vas en avoir dans le futur. C'est officiel. Je comprends le langage parce que moi je caricature beaucoup. Je suis un gars qui aime le sarcasme. J'appelle mes clients mes dodus, mes petits gros. Mais c'est du sarcasme. Ouais. Je comprends qu'il faut avoir un respect pour les gens qui sont obèses. C'est des personnes comme toi puis moi. Mais on va à l'extrême en leur disant c'est pas de ta faute, c'est ton métabolisme. Écoute, il n'y a personne qui est obligé à garder ton gros cul assis 23 heures sur 24 pour être moins frais, là, à boire de l'alcool à plus en pouvoir. C'est ça la problématique de l'obésité. La problématique de l'obésité, c'est ce que tu te mets dans la bouche. La qualité alimentaire, ce que tu te mets dans la bouche. La quantité d'alcool que tu consommes, la quantité de bouffe que tu ingurgites en termes de calories, puis ta dépense énergétique. Et ta dépense énergétique, tu n'en as presque plus, là. Il y a des gens qui sont assis ou couchés 23 heures sur 24. Puis dans nos auditeurs, là, faites le calcul. Combien de temps aujourd'hui avez-vous été assis ou couché dans les dernières 24 heures? Ah, c'est énorme. C'est énorme. Puis je pense aux gens qui travaillent sur la route. Là, travailler sur la route. Mettons un camionneur. Là, lui, il doit être concentré. Mentalement, il faut qu'il soit toujours concentré. Puis il arrive à la maison. Ça lui tente-tu d'aller s'entraîner pendant une heure? Sais-tu comment j'ai fait avec mes camionneurs? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'en ai eu beaucoup. Ouais. Mes camionneurs, c'était voici ton apport en calories, protéines, lipides, glucides. Voici comment tu dois gérer ton apport. Et tes entraînements, c'est pas compliqué. Quand tu arrêtes d'un truck stop, tu vas faire ton 15 minutes de marche. Tu arrêtes d'un autre truck stop, tu prends ta bande élastique, tu l'accroches après ta poignée, tu fais tes exercices musculaires. Des pertes de poids incroyables. Tu n'as pas besoin de tant d'exercices que ça. Tu as besoin de bien gérer ton alimentation. Puis je sais pas, je te l'avais dit, mais je me souviens d'un de mes camionneurs, lui, quand j'avais donné son plan, lui, il a pris ses plats Tupperware, il dit mon spaghetti, c'est ce plat Tupperware-là, ma sandwich, c'est ce plat Tupperware-là. Il préparait tout le dimanche. Il partait sur la route. Et lui, il a perdu 80 livres. Juste en suivant, c'est 3 éléments de base. Gestion de l'alimentation, 15 minutes de marche d'un truck stop, 3 fois par semaine. La balance, c'est tu fais un 15 minutes de bande élastique de musculaire sur le coin de ton truck. Mais tu sais, tout le monde peut prendre une marche après avoir été soupé. Ça fait du bien. Hein? Tu sais, socialement, tu jases avec madame parce que tu l'as pas vu de la journée ou tu jases avec tes voisins. Tu marches, tu reviens à la maison, tu as dépensé quelques calories. Est-ce que tu as mangé au souper, du moins? Ben oui, mais le plus important, c'est que tu as activé ton métabolisme. Ouais. Parce que si tu as mangé en surplus et que tu t'assois après, les conséquences sont dramatiques. Quand tu vas engraisser systématiquement. Mm-hmm. Mais si tu te mets à gérer ton alimentation en fonction des besoins de ton métabolisme, tu n'as pas d'excès et tu fais un peu d'exercice. Parce que le monde a toujours dans l'esprit qu'il faut faire beaucoup d'exercice pour obtenir des résultats. 80% c'est ton alimentation, 20% c'est la stimulation de ton métabolisme avec l'exercice. 80-20. Un coup que tu as ça, que tu as fait une stimulation de base, tu n'as pas besoin de t'épuiser en gym, tu n'as pas besoin d'aller courir un marathon. Quand tu comprends ça, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mm-hmm. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que ça soit un style de vie. Et, regarde, je vais te faire une chose exagérée. Là. J'ai publié un podcast sur mon site internet qui s'appelle « Elle a choisi de pisser dans sa culotte ». C'est une de mes clientes. Je vais te dire, là, sérieux, là, à chaque fois que je parle de toi, parce que tu sais, t'es invité dans des stations de radio, puis c'est moi qui avais dit, non, ça te prend cet individu-là. T'aimes ça parler de la santé, là, ça te prend cet individu-là. Moi, je t'écoutais sur XM dans le temps. Oui, puis après ça, je t'écoutais sur. Il y a une place où je pouvais avoir accès à tes podcasts. Sur mon site. Oui, sur ton site, c'est denisboucher.com. T'avais Shopify. T'avais pas Shopify. TuneIn. Spotify, TuneIn. Moi, j'ai réussi à te trouver par TuneIn. Je disais, si Denis Boucher existe encore, le Doc Boucher existe encore, je parle de ça à cet individu-là. Puis là, il me dit, parle-moi de Denis Boucher, il est comment? Je dis, il est expéditif, puis quand t'es gros, t'es heurté. Ça résume bien. Puis aujourd'hui, je jasais encore de toi avec une collègue, puis elle dit, tu sais, Doc Boucher, j'entends souvent son nom, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Je dis, si t'as un surplus de poids, ça se peut qu'il te heurte. C'est un beau résumé. Je pense que je vais le mettre en phrase sur mon site. Ouais. Ça se peut que je te heurte. Je vais certainement vous heurter. Ouais. Mais j'expliquais dans ce podcast-là que ça fait longtemps que la cliente n'est pas identifiable. Puis je l'explique bien. C'est que la cliente commence à faire de l'incontinence urinaire. Ouais. Elle me dit, Denis, comment je peux régler le problème? Il y a des exercices qui sont des exercices de Kegel, qui sont pour le plancher pelvien. Mm-hmm. Et je lui montre les exercices. 3 semaines plus tard, je l'envoie. Elle n'a pas fait ses exercices. Non, j'ai pas eu le temps.
OK, regarde, je vais te les remontrer, tu vas les faire, on s'en va 3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, il avait une excuse. 3 autres semaines plus tard, il avait une excuse. Finalement, ça s'est aggravé. Et ce que j'expliquais, c'est le choix qu'elle a fait, c'est de pisser dans sa culotte. Exact. Parce qu'elle aurait pu faire les exercices, elle n'aurait peut-être pas réglé l'ensemble de son problème. Elle aurait peut-être réglé 90% de son problème. Mais le choix qu'elle a fait, parce que je lui ai demandé 10 minutes par jour, 5 fois par semaine, elle ne l'a pas fait. Elle a donc choisi de pisser dans sa culotte. Et quand tu es rendu avec des problèmes d'hypertension, et quand tu entends ça, tout le monde est en train de se dire, mais gars, c'est bien niaiseux qu'elle a choisi de pisser dans sa culotte. Mais si tu es obèse, tu as de l'hypertension, tu es diabétique, tu as une maladie cardiaque, ton médecin te dit de maigrir puis de faire attention, de faire de l'exercice, pourquoi tu le fais pas? À la base. Hein. À la base. Donc, tu as choisi toi aussi à ta manière de pisser dans tes culottes. Exact. C'est ce comportement étrange-là de l'être humain qui est bien dans ses habitudes de vie. Parce que le cerveau est quelque chose d'économe. Si tu es devenu gros, c'est que tu as eu des bénéfices secondaires. Tu as des bénéfices secondaires à rester assis 23 heures ou coucher 23 heures sur 24 parce que tu aimes ça. Et te sortir de là, de cet état que moi j'appelle la grossitude, ça prend un effort, ça prend un choix de style de vie. Et c'est un faible pourcentage de la population qui va le faire. Tu sais, j'ai un gars que j'avais déjà reçu en entrevue, puis c'était pour parler de sa perte de poids, puis aujourd'hui, ben, tu sais, il ramasse de l'argent parce que lui, il s'est fait arranger l'estomac. Oui, chirurgie bariatrique. Chirurgie bariatrique, puis lui, ce qui a eu un impact dans sa vie, sur sa décision, à un moment donné de changer de mode de vie, puis aujourd'hui, je te rassure, il est à 180 livres, là. Mais écoute, il était presque à 500 livres. Wow. Aujourd'hui, il fait énormément d'efforts. C'est rendu un athlète, fait du vélo pratiquement chaque jour, peut-être un peu moins l'hiver. Là, puis il ramasse des fonds pour l'Institut de cardiologie de Québec. Ils l'ont grandement aidé. Mais lui, il est sorti de Place Laurier. Il est arrivé à l'endroit, je pense que c'est la deuxième fois que je te le compte. Là. Des fois, je m'en viens vieux. Là. Il est arrivé à l'endroit où il avait parqué sa voiture. Sa voiture était effectivement là, mais il y avait 2 véhicules, chaque bord, qui étaient parqués très proche de sa porte. Il passait pas. Il a été, je me rappelle pas le nombre d'heures exact, là, mais il a été plusieurs heures à attendre que les individus finissent leurs achats au centre d'achat puis qu'ils viennent chercher leur voiture parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer par le coffre, puis ils ne pouvaient pas rentrer par sa voiture, puis il était trop gêné pour demander à quelqu'un qui passait « Excuse, peux-tu sortir de ma voiture de là? » Ça a eu un impact. T'sais, psychologiquement, là, il m'en parle encore une fois de temps en temps. Yann, moi, ça a été la claque d'en face. C'est pas le fait que je pouvais pas baiser avec d'autres filles parce que les filles voulaient rien savoir de moi en grosseur. Il pesait 500 livres. Là. Les filles voulaient rien savoir d'avoir une relation sexuelle avec. Là. Aujourd'hui, il y en a des relations sexuelles, puis ça va bien. C'est ça. Mais à 500 livres, c'est un peu plus difficile. Ça semblait pas suffisant. Mais la honte qu'il a vécue à Place Laurier, et il pense encore. C'est ça qui a été dans son processus. Les quelques méga obèses que j'ai croisés, parce que moi, je m'occupe pas de méga obèses. C'est pas dans mes qualificatifs, c'est pas mon intérêt de travailler avec eux autres. Mais en fait, tu pourrais t'occuper d'eux parce que quand ils vont pour l'Institut de cardiologie pour avoir la chirurgie bariatrique, là, les médecins, souvent, ils les font maigrir avant. Oui, mais après, c'était une autre histoire. Je vais t'en compter une, OK? J'en ai un qui fait une chirurgie bariatrique. J'en ai eu, je les compte sur les doigts de la main, là, ceux que j'ai acceptés comme clients, j'en ai accepté 5. OK? J'en ai un qui arrive de sa chirurgie bariatrique. OK? Et là, il faut qu'il maintienne son poids. Mais il arrive à l'entraînement avec son 2 litres de Pepsi. Je n'ai pas compris. Exactement. Je lui demande, c'est quoi, tu n'as pas compris? J'ai un ami qui a une chirurgie bariatrique. On va manger. Donc, tu le mets plusieurs mois après. Là. On va manger au restaurant ensemble. Moi, je m'attends à ce qu'il soit limité. Non. Le vin, l'entrée, le repas principal, même chose que moi, le dessert, il y a tout goinfré, là. Mais là, j'ai demandé, mais j'ai dit, c'est quoi, tu n'as pas compris? Dans ce que tu viens de faire. Tu viens de faire une chirurgie pour te limiter dans ton apport calorique parce que tu n'es pas capable de le faire. Et là, tu es en train de tout déboîter. Il y a des gens qui ne seront jamais capables de changer. Mais les gens qui font des chirurgies bariatriques, il y a des consultations des psychologues, des nutritionnistes. Il y a un encadrement. C'est vraiment extrêmement bien fait. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Tu sais, puis de se rendre là, c'est parce que tu n'as plus d'autres ressources. Là, puis j'ai jasé avec un chirurgien qui, lui, est à l'Institut de cardiologie. Puis c'est lui qui opère là, les gens qui ont chirurgie bariatrique. Puis moi, dans ma tête, un estomac, c'était comme une banane. Puis à partir du moment où tu avais ton opération, il restait comme l'espace d'une balle de golf. Lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est non. T'sais, un estomac, c'est à peu près la forme d'un ballon de football un peu incurvé. Ça se dit ça? Oui, incurvé. Avec une petite curve. Puis une fois que la chirurgie bariatrique est faite, ton estomac ressemble d'une banane.
Puis il me mentionnait que quelquefois, il y a des gens qui réussissent à rétirer cette Ben ballonne-là, oui. ça redevient un ballon de football. Ben, c'est un organe qui peut prendre l'expansion. Ils vont la ramener à l'état de base. Ouais, c'est parce que Le but, là. le but de la chirurgie bariatrique, c'est de limiter ce que tu es capable de rentrer. Exact. Mais si tu augmentes un petit peu, tu es en train d'entraîner ton estomac à prendre l'expansion. C'est tellement complexe. Puis juste pour te dire, c'est tellement un monde complexe que là, je suis rendu pour essayer de... Parce qu'il y a de plus en plus de recherches en épigénétique, en génétique, qui amènent à expliquer des observations que j'ai eues à travers mon laboratoire. Je te donne un exemple. Ton métabolisme est 1500 calories, tu manges 1200 calories, ton métabolisme va baisser à 1200 calories. Moins tu manges, plus ton métabolisme ralentit, donc moins tu dépenses d'énergie et ta perte de poids va stagner. L'étape suivante, tu vas passer de 1200 à 1000, puis tu vas avoir encore le même problème. Moi, je l'observe en laboratoire. Il y a des recherches sur le métabolisme avec d'autres outils qui ont démontré ça. Donc, j'étais capable d'avoir du support. Maintenant, on est capable de démontrer que ça gère par l'hypothalamus dans le cerveau. Quand tu manges moins, l'hypothalamus sécrète des hormones qui vont dire à ton métabolisme, shut down, ralentis. Parce que là, tu es tellement en privation qu'il faut baisser notre activité globale. Et tout ça s'explique maintenant. Et pour comprendre l'obésité, on en est rendu avec l'épigénétique. Donc, les facteurs environnementaux, comportementaux, comment ils vont venir influencer l'ADN et l'expression comment l'ADN s'exprime à travers la production de protéines dans le corps. Et c'est tellement, tellement complexe. Et ça devient... tu as des cas... un autre exemple, je vois un petit peu plus loin. Si tu as un surplus de poids, tu n'as pas de problème de santé, ça va être plus facile pour toi de maigrir. Si tu as un surplus de poids, tu fais de l'hypertension, tu as de la résistance à l'insuline ou tu es diabétique, on vient de complexifier la patente. Ouais. Donc, on vient d'avoir une problématique supplémentaire qui fait en sorte que ta perte de poids va être encore plus difficile parce que tu es rendu à un autre extrême. Et si tu n'es pas patient, si tu n'as pas une vision à long terme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner. Parce que toi, ce que tu veux, c'est de te sortir de ton problème rapidement. Mm-hmm. Mais tu peux pas, tu es rendu à un extrême qui est difficilement gérable et qui prend de la patience. Fait que tout cet aspect-là, psychologique, comportemental, génétique, vient se joindre dans la problématique de l'obésité et on n'a pas de solution si l'individu ne veut pas se prendre en main. Pourquoi les petits gros, on se ramasse au mois de janvier plusieurs dans les gyms, puis après quelques semaines, on n'est plus là, ou il reste peut-être 1 à 10% d'entre nous? Ouais, ben je te dirais que c'est... si tu veux maintenir de l'exercice à long terme, ouais. C'est un ratio coût-bénéfice. Si ça te coûte plus cher, pas en argent là, nécessairement, là, mais je te parle, si ça te coûte plus cher en effort d'aller faire de l'exercice que tu en tires de bénéfice, tu vas abandonner. Mm-hmm. Donc, le petit gros, lui, il rentre avec des objectifs démesurés. Il veut perdre du poids vite parce que là, il voit dans le miroir le désastre qu'il est devenu physiquement. Et là, il se dit, il faut que je fasse de quoi? Et là, il faut que ça se fasse vite. Parce que le petit gros, il veut ça vite, avec le moins d'efforts possible. Mais là, il est obligé de fournir des efforts. Et si dans sa tête, il a l'idée que pour réussir, il faut qu'il en fasse 5 fois par semaine. S'il ne va pas 5 fois et qu'il n'y va que 3 fois, pour lui, c'est un échec. Mais non. Alors que 3 fois, c'est déjà une réussite. 3 fois de plus que ce que tu faisais avant. Donc, la psychologie du petit gros est structurée pour produire l'échec. Et moi, ce que je fais avec eux, c'est vraiment cette base-là de réajuster les objectifs, de les définir et de définir les comportements qui vont produire le plus de résultats possible avec le moins d'efforts possible. Et quand j'arrive à ça, les gens découvrent des bénéfices. Ils ont plus de bénéfices que d'impact négatif par rapport à leur évaluation. Et là, sont capables de durer dans le temps. Okay. Puis parmi tous tes clients, y a-t-il un événement déclencheur qui font en sorte qu'ils vont sur le site du docteur Boucher? Les gens qui aiment le sarcasme, parce que j'attaque directement le comportement humain, puis la stupidité humaine. Et il y a des gens, ça les amène à réfléchir. Il y a des gens qui détestent ça, qui s'en vont ailleurs, c'est tout à fait normal. Mais il y a des gens, c'est la manière de leur mettre un comportement en plein visage, puis dire voilà pourquoi t'es con. Maintenant, c'est la conséquence que t'as sur ta santé, sur ton physique, c'est parce que t'es con. Veux-tu le changer maintenant? Tu veux le changer, voici ce que tu devrais faire. Si tu ne veux pas le faire, accepte de rester gros pour le reste de ta vie. Mm-hmm. Mais c'est-tu parce que les gens sont trop confortables? Puis moi, je regarde mes chums. Là. Mes chums, j'ai des chums qui sont des petits gros.
Puis là, tout d'un coup, pouf, tombe célibataire, retourne au gym, oui. se ramasse avec une santé de fer, un corps d'Adonis, et retourne en couple, puis là, redeviennent des petits gros. Ben oui. Mais c'est quoi les événements déclencheurs? Je comprends pas. Ben, je vais te dire ceux que j'ai vus dans mon bureau, ceux qui se sont séparés. Donc, ils ont un choc psychologique. Fait que t'as le gars orgueilleux qui, lui, fait semblant que ça le dérange pas, que sa blonde vient de le clisser. OK? Fait que lui, c'est un tough, c'est un mort. Il arrive dans mon bureau. Oh, Denis! Denis, moi, là, je te le dis, là, je viens de me séparer. Là, je vais me remettre en forme. Moi, avoir le six-pack, les abdominaux, tu vas voir, là. Puis, moi, m'en trouver un autre blonde. Tu vas le voir, Ça là. va être mieux! Ça va être mieux. Ça va être plus jeune! Le gars tente de compenser un choc psychologique qu'il vient d'avoir avec une illusion. L'illusion qu'il va être plus heureux parce qu'il va être plus en forme, puis parce qu'il est plus en forme, il va trouver une fille mieux. Mais il n'a pas réalisé qu'il y avait 50% des torts dans Patente. Puis que s'il n'a pas réglé ses propres problèmes, c'est pas en faisant de l'exercice et en devenant avec un six-pack d'abdominaux qui va être encore mieux. Avec la nouvelle, il va répéter les mêmes comportements. Ouais. Donc, il se retrouve dans une nouvelle relation. Un coup qui est sécurisé, wow, j'ai enfin trouvé une autre fille, il va revenir à ses bonnes vieilles habitudes de vie. C'est pas dans lui. Ça, je dis Il a les voulu gars. compenser. Oui, Je ça dis peut être les les gars, filles. les filles aussi. Oui, les filles aussi. C'est plus le fun d'attaquer les gars, je trouve, dans ces conditions-là. Mais tu vois, c'est ça. C'est que tu tentes de compenser un choc par un comportement absurde. Je comprends. T'arrives pas. C'est impossible. C'est weird, hein? Ben oui, ben tu sais, moi je l'avais remarqué chez mes chums, là, tu sais, j'ai des chums qui prennent de l'expansion, après ça, poup, ils redeviennent petits. Ah, tu sais, ça correspond avec un changement de partenaire de vie. Oui, c'est ça. Il faut que ton changement, ce soit une volonté de changement, que tu ne le fasses pas pour compenser un problème. Il faut que tu le fasses pour toi, une décision de changer de style de vie pour avoir des résultats à long terme que tu sois capable de maintenir à long terme. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ce twist mental. Peu de gens sont capables. Tu sais, puis tu m'as allumé sur des affaires la dernière fois qu'on avait jasé, parce que je te disais, moi, que quand je vais régulièrement au gym, je vais pas assez régulièrement, mais quand je vais régulièrement, des fois, j'ai des rages de sucre, j'ai des rages de sel. Ouais, mais moi, je pensais que c'était juste parce que j'avais le goût de manger de la scrap une fois de temps en temps, mais j'avais l'impression que c'était psychologique. Puis tu m'as dit, Yann, c'est psychologique? C'est physiologique. Physiologique? Physiologique. L'entraînement musculaire, c'est un entraînement qui se fait dans des conditions anaérobies. Donc, ce que tu vas consommer comme source d'énergie, ce sont des glucides pendant ton entraînement musculaire principalement. Comme tu vas baisser tes réserves en glucides, ton cerveau, lui, va le mesurer. C'est ton cerveau qui mesure ton équilibre énergétique. Ouais. Nous autres, on se rend pas compte de ça. Tu te rends pas compte de ça, ça se fait de façon subconsciente. Tu vas arriver à la maison, ton cerveau il va te caler une rage de sucre si tu ne manges pas. Et toi, quand tu es dans le mode standard de dire « Hey, je me suis entraîné, je ne mangerai pas plus, je vais me priver de nourriture. » Je mangerais un asti de céleri. Ben, c'est ça. Et tu n'as pas compris que parce que tu t'entraînes, il faut que tu manges plus. Ben là, tu rentres en état de privation. Le call que ton cerveau te fait, qui est un appel totalement naturel à Yannick, peux-tu manger plus, s'il vous plaît, pour combler les réserves énergétiques que tu as épuisées. Toi, tu es en train de te dire consciemment, non, 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 on va te priver davantage. Fait que ton corps étant plus intelligent que toi, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va t'envoyer une rage. À un moment donné, tu ne seras plus capable. Tu vas aller vers ce qui est le plus rapide. Les chips, les friandises, n'importe quoi. Tu vas te gaver. C'est ce qui amène, dans beaucoup de cas, moi, ce que j'appelle l'hyperphagie. Parce que l'hyperphagie a beaucoup de conséquences et beaucoup plus de nature physiologique que de nature psychologique, selon moi. OK. Mais c'est naturel. Tu passes à côté, naturel. Tu reviens de t'entraîner, puis tu te dis, je me suis entraîné, ça valait la peine. Puis là, d'un coup, tu vois l'armoire, puis tu te dis, tu sais que les biscuits sont là. Puis là, tu te dis, non, faut pas que je mange des biscuits. Je viens d'aller m'entraîner, ça donnera rien, je vais annuler. Mais non, c'est naturel. Puis tu me dis, Yann, moi, les gens qui passent chez nous, tu les appelles-tu les clients ou les patients ou tu les appelles les clients? Tu les appelles comment? Les petits gros, les clients. Mes petits gros clients. Gros clients. Les petits gros clients. Ben, ouais, quand ils au monde au-dessus, des fois. Ils font plus d'exercice, mais ils mangent tout autant. Là. Oui, oui, absolument. Mais ça, on garde un petit déficit calorique là, pour maintenir la perte de poids, mais quand le poids santé est arrivé, on comble l'équivalent de l'apport calorique. L'équivalent de la dépense énergétique, on le comble en calories pour maintenir le poids. Puis, est-ce qu'ils calculent ça comment? Avec un journal alimentaire. Donc, moi, c'est moi qui fais le calcul pour eux autres. Je leur explique comment calculer la dépense énergétique. Donc, il y a plein de formations pour ça. Eux autres, ils apprennent en cours de route. Et là, ils font leurs calculs, ils font leurs ajustements. Puis le journal alimentaire va leur dire, ben aujourd'hui, tu as mangé ça, tu es rendu à tant de calories, tant de grammes de protéines, tant de lipides, tant de glucides.
Fait que je m'en vais sur dogboucher.com, denisboucher.com, puis c'est pas significatif que je vais manger du céleri pendant 3 mois. Ah non, oublie ça, oublie ça. Tu vas avoir une alimentation qui va beaucoup ressembler à une diète méditerranéenne. Tu vas avoir des légumes, tu vas avoir des fruits, tu vas avoir du poisson, tu vas avoir un peu de viande, mais moins de viande, parce que tu vas t'apercevoir si tu en manges trop, tu vas être en déséquilibre. Donc, naturellement, tu vas trouver un équilibre qui te ramène vers cette diète davantage méditerranéenne, qui est la diète la plus étudiée dans le monde. OK. Toi, tu es docteur en médecine expérimentale, là, tu sais, la viande rouge. Qu'est-ce que tu penses de ça, la viande rouge? Écoute, moi, je suis un mangeur de viande rouge. Je vais te donner une statistique intéressante. Il y a une équipe de recherche qui a fait une étude sur. Tu sais, on dit que la viande rouge va donner le cancer. Ouais. L'étude qu'ils ont faite est vraiment fascinante. Ils ont expliqué tous les mécanismes. Les gens qui développent le cancer, c'est ceux qui mangent 5 onces et plus de viande par jour. Y a-tu des gens qui font ça? Ben oui. Ouais. 5 onces et plus par jour. Ce qui a été expliqué dans la recherche. OK. Et tous les mécanismes physiologiques, ce qui était vraiment complexe, ont été expliqués dans la recherche. Puis c'est la conclusion. C'est une moyenne. Tu comprendras que ça va varier d'un individu à l'autre. Mais si tu manges plus que 5 onces de viande par jour, tu vas amener des risques une augmentation des risques de cancer. Est-ce qu'on parle uniquement de la viande rouge? Parce que tu sais, le poulet, c'est de la viande blanche. Là, moi, j'ai vu viande rouge dans l'article de mémoire. Okay. Je te dirais, ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai lu. Puis y a-tu une... J'essaie de me convaincre que c'est encore full bon, la viande rouge. Et c'est encore full bon, la viande rouge. Y a-tu une méthode de cuisson, mettons, qui est moins nuisible pour la santé? T'sais, moi, je mange bleu. Là. Ça doit être problématique, manger bleu. Là. Écoute, je te dirais que je ne sais pas. Ouais. J'ai jamais vu quelque chose qui me dit que manger de la viande bleue. Moi, je mange aussi ma viande saignante. J'aime le saignante. Tous ces petites juste tourner puis tu en manges comme ça. C'est ça. Écoute, la pire chose qui peut t'arriver, je pense que c'est qu'il y ait des parasites là-dedans. Non, arrête. Alright, t'as-tu des statistiques intéressantes sur les petits gros? Hey, oui, écoute, je te fais des prévisions pour 2030, j'ai publié ça sur ma page Facebook aujourd'hui dans mes réseaux sociaux. Et Jojo Boucher. Oui, c'est ça, je sors ma boule de cristal. En 2030 sur la planète, il va y avoir 2,16 milliards de personnes en surplus de poids. Il va y avoir en 2030 1,12 milliard d'obèses sur la planète. 65% de ces gens-là sont concentrés dans les pays industrialisés. Et aujourd'hui, il y a donc plus de morts des conséquences de l'obésité que de la malnutrition. C'est-tu beau? C'est incroyable. C'est capoté. Il y a plus de morts de l'obésité que de morts de la COVID. Ouais. Puis ce qui est intéressant à observer, c'est les conséquences que ça va avoir sur notre système de santé. Ouais. On se rend compte que notre système de santé est en train de cracher. Uh-huh. On chiale contre le gouvernement. Okay? On pense que c'est le gouvernement qui est le seul responsable de la patente. Je ne te dis pas que c'est pas mal géré, je pense que c'est mal géré à certains égards. La problématique, c'est qu'on a des gens de plus en plus gros, avec des problèmes de santé de plus en plus complexes, qui nécessitent de plus en plus de temps pour la gestion par les médecins. Et ça devient difficile de gérer tout ça. Tu as une population vieillissante. Donc, je ne sais pas si à l'heure actuelle, notre triangle de population, là, si on n'est pas rendu avec nettement plus de vieux que de jeunes. Ben, au Québec, oui. Bon. Ça, c'est évident. Mais ailleurs, au Canada, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les statistiques. Puis au niveau mondial, je ne sais pas. Parce que là, tu sais, tu as l'Inde, là, ça fait de l'amour à... Oui, pas pire. La Chine aussi, sont une bonne gang. Sinon, ailleurs... Je sais pas, mais je sais qu'au Québec, effectivement, on est dans le triangle inversé. Bon, et ce qui arrive, c'est que donc tu as de moins en moins de jeunes qui vont être capables de payer pour tout ça. On se reproduit moins, donc il va y avoir moins de... Tu sais, il faut arriver à remplacer ces vieux-là, à avoir plus de jeunes pour produire. Donc, on a de moins en moins de gens qui travaillent pour répondre aux demandes des plus vieux. Des plus vieux, de plus en plus grandissantes, où toi et moi, on va être là dans 20 ans. Et où il n'y aura peut-être pas plus de jeunes pour payer pour tout ça. Et on s'attend à ce que ça aille mieux dans le système de santé. Oubliez ça. Ça pourrait être un crash. Et à travers le monde, j'écoutais un reportage d'un économiste aujourd'hui qui était super intéressant. Il disait, à travers le monde, la courbe de population est en train de changer. Dans les années 90, c'était probablement où tu avais beaucoup plus de jeunes que de vieux. Tu avais beaucoup de jeunes de 20 à 30 ans qui achetaient. Tu avais beaucoup de gens de 40 à 50 ans qui investissaient. Ouais. On créait de la richesse. Aujourd'hui, on épuise la richesse. Et ce qu'on prévoit, c'est un crash au niveau économique de ce qui va se passer. Sans faire peur aux gens, tu comprends? Mais ça peut pas... C'est pas un système qui peut continuer à exister comme ça. Mais ce que tu veux dire, Denis, en fait, c'est quand on regarde le système de santé... Là, on a une responsabilité là-dedans. Je pense que c'était mon grand-père qui disait toujours
Demande-toi pas ce que le gouvernement peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour le gouvernement, c'est-à-dire essaye de t'éloigner le plus possible des besoins du système de santé. Ben oui. C'est notre santé est notre responsabilité. Ouais. C'est pas celle du gouvernement. Mais on est tellement habitué de se faire gérer par le gouvernement, on pense que le gouvernement nous doit tout et qu'il doit tout faire pour nous. Mais c'est pas la réalité. La majeure partie des problèmes de santé sont liés à nos habitudes de vie. 60 à 70% des problèmes de santé sont en lien avec nos habitudes de vie. On comprend donc qu'on a un contrôle sur notre santé et on a un contrôle sur le nombre de fois qu'on peut aller voir le médecin. Mais si tu ne la prends pas en main, ta santé, et que tu développes des syndromes métaboliques, diabète, hypertension, maladie cardiaque, tu comprendras que c'est une lourdeur pour le système de santé incroyable. Et les gens sont de plus en plus sédentaires. Tu arrives à 70 ans, c'est là où tu perds le plus de masse musculaire. Donc, tu étais habitué à rester assis ou couché 23 heures sur 24 pendant la majeure partie de ta vie. Tu arrives à 70 ans, ta masse musculaire fond, et là, tu es rendu en gériatrie avec des gens totalement dysfonctionnels. Et tu t'attends à ce qu'on soit capable de gérer tout ça. Ben non, c'est impossible. Et tu vas demander au gouvernement de répondre à toutes ces demandes. C'est techniquement impossible. Et les gens vont chialer contre le gouvernement. Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on doit chialer. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tant qu'individu, la majorité ne prenne pas la responsabilité de leur santé. Ouais. Puis, tu sais, Geneviève Guilbeault, pendant la pandémie, avait fait une conférence de presse, puis avait demandé aux gens les gens devaient être dociles, tu sais, la docilité, là. Puis, il y en a qui ont dit qu'elle avait fait une erreur de vocabulaire, qu'elle voulait utiliser un autre mot. Elle s'est excusée par la suite, j'aurais peut-être pas dû utiliser docile, mais les Québécois sont très dociles. Les Québécois sont très à l'écoute du gouvernement, puis avec les couvre-feux et tout ça, ça n'a pas été le chaos des rues. Là. Les gens restaient à la maison, puis ils respectaient ce que le gouvernement faisait. Ça serait peut-être à l'avantage du gouvernement, justement, d'utiliser peut-être la docilité des Québécois pour leur dire, écoutez, dans 20 ans, dans 30 ans, il ne restera pas grand monde pour s'occuper de ceux qui ne font pas attention à leur santé présentement. Il est temps aujourd'hui de vous regarder dans le miroir et de dire, prenez votre santé en main parce que le système ne pourra pas la prendre en main, votre santé. La problématique avec ça que je vois, c'est que c'est pas faisable. Il faut que tu aies une vision à long terme parce que il faut que tu fasses de la prévention positive. La prévention positive, c'est de frapper sur le marteau tout le temps. Si toi, Yannick, tu fais de la radio, tu es là une fois par année, personne ne va t'écouter. Non. Tu ne te construiras pas une base de fans, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu sois présent. La promotion de la santé, c'est d'être présent tout le temps, d'envoyer des messages positifs, de proposer des outils, de mesurer des progrès. Mais le gouvernement est tellement pris dans un système de santé défaillant que là, il gère la maladie. Il devrait avoir de l'argent à investir dans la prévention, la promotion de la santé. Ça ne devrait pas être laissé à des fonctionnaires. Ça devrait être laissé à des spécialistes dans le domaine. Mais la problématique, c'est que les impacts positifs, tu vas les voir seulement dans 2 ou 3 générations. Et il n'y a pas un politicien qui a cette vision à long terme-là. Tu comprends? Et si, mettons, on a la CAQ, la CAQ, François Legault disait aujourd'hui, « Hey, moi, je libère des milliards pour la prévention et la promotion de la santé », ça ne veut pas dire que le prochain gouvernement va garder le budget. Exact. Parce que lui, tu vas peut-être arriver avec un premier ministre obèse qui n'en a rien à foutre. Ouais. On est pris dans cette dynamique. Quand tu as vu Gaétan Barrette, ministre de la Santé, tu devais halluciner, toi aussi. Oui, c'était hallucinant. Mais au moins, il s'est pris en main, puis par la suite, il a fait des efforts. Tu sais. Ben oui, ça, puis il l'a dit aussi. Ben, oui. Ben lui aussi, il a eu son clash de OK, c'est là qu'il faut que je change. Ouais. Ah oui, c'est carrément. Mais c'est ça, peut-être que le gouvernement devrait utiliser cette docilité-là pour dire aux gens, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas si on va être capable d'avoir le monde pour vous soigner. Essayez de vous éloigner des urgences le plus possible du système de santé. Ça ferait loser en sacrifice de dire ça, mais au moins, ça, on regarde les stats, tu l'as dit tantôt, là. C'est un triangle inversé, le Québec. Là, ouais. Puis l'immigration, François Legault le dit, pas plus que 50 000 par année. Là. Mais on ne sera pas capable de remplacer tout ce monde-là. Non. Puis c'est très complexe parce qu'il y a des diversités socio-économiques. Les gens les plus pauvres sont ceux qui vont acheter le plus de boissons gazeuses et le plus de chips. C'est pas péjoratif, ce que je dis là, c'est statistique. Comment est-ce que tu arrives à dire à quelqu'un que ces habitudes-là, tu dois modifier vers de nouveaux comportements santé et voici lesquels ils sont? Il faut s'entendre sur les comportements santé. Parce que là, si tu regardes en nutrition,
tu peux avoir 50 philosophies différentes au niveau de la nutrition. Qu'est-ce qui est bon pour la santé? Donc, il faut arriver avec les meilleurs spécialistes au monde et dire voici comment on devrait se comporter, voici comment on devrait appliquer un plan de prévention et de promotion de la santé, en sachant que ça va être long. Mais ça n'arrivera pas. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est tellement bien qu'on on se fie sur ce que le gouvernement nous dit, puis ce qu'il nous dit pas, on ne sait pas. T'sais, je te l'ai parlé tantôt hors d'onde. Je suis à Cancun, puis je savais qu'il n'y avait pas d'avion qui partait de Québec pour aller chercher les touristes qui étaient à Cancun depuis une semaine. Mais il y a des gens qui, soir après soir, allaient à l'aéroport de Cancun pour attendre l'avion qui n'existait pas. Je leur mentionnais, là, Denis, là. L'avion n'est pas là. L'avion ne sera pas là parce qu'elle n'est pas partie de Québec. C'est toujours le même équipage qui fait Québec, Cancun, Cancun, Québec. Dans la plupart des cas, ben les gens, pendant les 3 soirs où moi j'étais là, même si je leur disais il n'y aura pas d'avion, dépensaient de l'argent en taxi. Imagines-tu, c'est 50$ US de l'achat, c'est 100$ aller-retour. Et ces gens-là, ils se faisaient dire par son ben rendez-vous à l'aéroport, l'avion va être là. Mais si tu regardais à Québec, là, l'avion partait pas. Puis je leur disais, Chris, il faisait la run pareil, Denis, là. Ouais. Je leur disais, puis le soir où moi j'ai vu que l'avion partait de Québec pour s'en venir à Cancun, je suis arrivé à l'aéroport, on était à peu près 30 dans l'avion. Il manquait énormément de gens parce qu'eux autres, ça faisait 3 jours qu'ils se rendaient à l'aéroport, ils ont dépensé leurs ressources, puis ils se sont dit, ben non, ben au pire, ils vont venir nous chercher. Les gens sont dociles, les gens font ce qu'on leur dit, puis si toi, t'es là, puis tu vas comme à contre-courant en disant, non, non, c'est parce que ça nous prend un avion pour partir, les amis, là. Si vous allez à l'aéroport, vous ne partirez pas. On dirait qu'ils... Ça reste abstrait dans leur tête. Ça reste abstrait. Ouais. Les gens, ils font juste ce que le gouvernement leur dit de faire, ou ce que les autorités leur disent de faire, sans se poser de questions. Mm-hmm. C'est atroce quand on regarde ça. Puis toi, on change carrément de sujet, mais ça a peut-être un lien. Tu voulais me parler d'une recherche. John B. Calhoun, c'est ça? Calhoun. John B. Calhoun, qui est un médecin, Calhoun. qui a fait une recherche dans les années... J'écris bien. Mais ouais, c'est pas grave. Entre 1968 et 1973, qui s'est appelé Universe 25. Il a pris 4 coupes de souris. Il les a mis dans un environnement parfait. Température idéale, la bouffe à volonté, tout. Cancun. Cancun. Et là, comme c'était l'environnement idéal, Ouais. il pensait créer une société de souris idéale. Les souris ont proliféré, évidemment. À un moment donné, je te donne des chiffres au hasard, arrivé aux alentours de 250, les souris ont commencé à modifier de comportement. Comme ils ne se battaient plus pour la nourriture, tout était disponible, il y a des souris qui, psychologiquement et physiquement, ont abandonné, se sont retirées de la société de souris. Il y a d'autres souris qui se sont mises à les attaquer. Parce que ça ne fitait pas dans la société. Il y a d'autres souris qui sont devenues les belles souris, avec un duvet extraordinaire, mais qui ont commencé à avoir des problèmes de comportement. Ils n'avaient plus envie de se reproduire, ils n'avaient pas envie de se battre. Donc, elles aussi se faisaient attaquer. Dans l'évolution, les souris devenant tellement dysfonctionnelles, les nouveaux bébés souris qui arrivaient apprenaient pas vraiment c'était quoi être une souris. La survie, ouais. D'être une souris, parce qu'il y avait des comportements anarchiques. Donc, les mères se sont mis à tuer leurs bébés, à bouffer leurs bébés. Et à partir de 620 souris, et il y avait de la place pour 3000 souris, la société de souris s'est mise à collapser, à s'écraser, s'effondrer sur elle-même, jusqu'à temps que la dernière souris meure, parce qu'il n'était plus une colonie de souris fonctionnelle, malgré que tout le temps, il y avait de la bouffe, il y avait de la chaleur, il y avait de l'espace. Il a répété cette recherche-là 25 fois. Universe 25, 25 fois. Ça a été les mêmes résultats tout le temps. Place une société où tout le monde, les besoins des gens sont répondus. On répond aux besoins des gens sans qu'ils aient d'efforts à faire. Sans qu'il y ait à réfléchir, sans qu'il y ait à travailler pour se nourrir. Exactement. La société s'effondre. Tu as l'impression que ça pourrait s'appliquer chez les êtres humains. C'est peut-être ça qui nous arrive en même temps. Ben écoute... on fait moins d'enfants. C'est ça, parce que tu sais, le taux de reproduction, quand les souris étaient rendues dodues et étaient rendues un peu dysfonctionnelles, là, les mâles n'avaient plus envie de se reproduire. Mm-hmm. Quoi que ça, je l'ai jamais perdu. Bon, c'était correct pour toi. Garde-le de même, Yannick. Mais tu comprends, on peut peut-être pas transférer ça 100% à l'être humain. Mais tu comprends que dans l'organisation sociale, on a vraiment monté notre société québécoise dans l'orientation. On soigne tout le monde, on fait attention à tout le monde, puis personne n'a le droit de souffrir, puis personne n'a le droit de mourir. Fait qu'on est trop bien. Ben, on est trop bien, certain.
tu sais, on est vraiment... C'est incroyable. Hein? Et aujourd'hui, si tu ne veux pas aller travailler, tu ne vas pas travailler, tu vas avoir de l'argent ici ou de l'argent là, et quelqu'un qui va s'en occuper pour toi. Et ça devient une société dysfonctionnelle. On est en train de normaliser la réussite. On ne veut plus voir de gens extraordinaires qui se démarquent de la société. Parce que ça fait de la peine aux autres pas bons. Fait qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas les voir, ces gens-là. On va te normaliser, on va te ramener dans la gang de pas bons. Mais c'est tous ces gens extraordinaires-là, à part, qui propulsent la société. Donc, on s'est imaginé une société idéale, mais la société idéale, comme les souris, est peut-être en train de se revirer contre nous. C'est philosophique. Mais c'est intéressant à réfléchir, pareil. J'adore ça pour les gens qui voudraient en savoir plus sur le docteur Denis Boucher, qui est docteur en médecine expérimentale, puis qui a le moyen de vous faire maigrir efficacement. On peut te retrouver comment sur Internet? Facilement, denisboucher.com. denisboucher.com, c'est assez simple. On fait une courte pause et on revient tout de suite. On est avec Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale. Assez facile de le trouver sur les internets. Doc Boucher, c'est le préféré des petits gros de denisboucher.com. Et voilà, vous allez le retrouver. Comment on maintient son poids? T'sais, après avoir rencontré un individu comme Doc Boucher, on a fait le programme et après un certain temps, Denis Boucher dit « Mon ancien petit gros, maintenant tu peux retourner en société. » Il fait comment cet ancien petit gros-là pour conserver son poids? Il va maintenir le même rythme d'exercice. Ouais. Tu comprends? Je te l'ai déjà dit. Les exercices, c'est des exercices en salle? Cardio-musculaire que tu peux faire à la maison. Okay. Ou tu peux le faire en gym si tu veux. Ouais. Mais la majeure partie de mes clients font les exercices à la maison. Tout simplement. Je comprends. C'est facile. J'ai fait des programmes, bande élastique, petit poids léger, avec le poids du corps. Moi, je les guide là-dedans, dans le programme. La plupart des gens pensent qu'une fois qu'ils ont maigri, il va falloir qu'ils s'entraînent davantage. La réalité, c'est que je vais leur dire, tu ne t'entraînes pas plus. Tu as obtenu les résultats que tu voulais avec ce minimum d'entraînement. C'est ce minimum d'entraînement que tu vas maintenir. À moins que tu me dises que tu veuilles devenir marathonien ou aller vers un autre objectif. Si ce n'est que ton poids, tu vas maintenir le même volume d'entraînement, tu ne changeras rien. Maintenant, au niveau de ton apport en calories, si, je te donne un exemple, ton métabolisme de base était à 1800 calories, je t'ai dit, Yannick, tu vas manger 1900 calories. Là-dedans, tu as un petit déficit calorique. Je prends toutes tes activités d'environ 300 calories. Ce 300 calories-là va à 200-300 calories. Ce petit 200-300 calories-là va t'avoir permis de maigrir. À un rythme lent, pas rapide, parce que je ne veux pas que tu sois en privation. Quand tu vas être rendu à ton poids santé, je vais te dire, Yannick, pour les 2 prochaines semaines, tu vas augmenter de 50 calories par jour. Quand tu vas arriver à 2 semaines, tu vas prendre ton poids. Si tu es encore en perte de poids, tu vas augmenter d'un autre 50 calories par jour pendant 2 semaines. Si après 2 semaines, tu es encore en train de perdre du poids, tu vas augmenter d'un autre 50 calories par jour. Et quand ton poids va être stable, c'est ton apport calorique. Voilà. Tout simple que ça. Tout est ajusté. Tout est ajusté. Un coup que tu as compris les mécanismes, parce que mon programme, c'est beaucoup un programme d'éducation. Oui. Un coup que tu as compris les mécanismes et tu es capable de les adapter à ton métabolisme, écoute, tu es en maîtrise parfaite de ton poids, à moins que tu ne veuilles plus le faire. Mais tu as toutes les connaissances, tous les outils pour gérer ton métabolisme et ton corps. OK. Les clients qui se pointent chez toi, es-tu capable de les définir? Est-ce que c'est en majorité des femmes? Est-ce que c'est en majorité des hommes? Quel âge? Je te dirais 60% femmes, 40% hommes, 40 à 65 ans. J'ai quelques personnes de 70 ans et plus. Quelques personnes de 70 ans et plus. Ça veut dire que c'est pas fini à 70 ans. Ah ben non! Hey! Il y a une recherche extraordinaire qui a été faite. On a pris des jeunes de 20 ans et on a pris des gens de 80 ans. On les a soumis à un programme d'entraînement musculaire. Tu comprendras que les gens de 80 ans ont moins de masse musculaire que les gens de 20 ans. Mais après 10 semaines d'entraînement, les jeunes de 20 ans avaient pris 15% de masse musculaire. Les gens de 80 ans avaient pris 15% de masse musculaire. OK. Donc, même si dans la même proportion, là, le corps, même à 80 ans, musculairement, est capable de s'adapter. Capable d'en prendre encore. Est capable d'en prendre encore. OK. Mais c'est à partir de quel âge? Je sais que tu l'as dit. 70 ans, que ta masse musculaire fond. Si tu ne la stimules pas. Si je la stimule pas. Ouais. C'est comme ton cerveau.
utilise-le ou perds-le. Reste chez vous pendant des semaines à regarder un mur blanc, il y a des chances que tu commences à avoir des pertes de mémoire, que ça ne soit pas fonctionnel. OK. Garde tes grosses faufounes assises dans un sofa 23 heures sur 24, jour après jour, pendant des semaines et des mois, tu vas perdre de la masse musculaire. Spécialement à 70 ans, où là, tu as des changements hormonaux. Parce que l'adaptation musculaire, ce sont des messagers chimiques qui se produisent dans le corps. Et avec le vieillissement, il arrive à un moment donné où ces messagers chimiques-là sont moins efficaces si tu ne stimules pas ton corps. Et stimuler ton corps veut dire lui fournir une charge mécanique. T'as-tu vu des impacts, toi, suite à la pandémie? Parce qu'en pandémie, moi, le soir, je travaillais à la radio de soir, puis on dit, ben pendant un certain temps, on n'aura pas besoin de tes services parce qu'il n'y en aura pas de la radio de soir. On va juste prendre les 3 shows principaux le matin, le midi, puis le soir, puis on va continuer de faire de la radio. Ce qui fait en sorte que moi, j'avais le choix, soit d'aller sur la PCU ou soit de continuer à travailler. Fait que j'avais des contacts là, chez Groupe Château Bellevue, qui est foyer de personnes âgées. Puis j'avais des contacts aussi pour aller faire du bénévolat dans les CHSLD pour être brancardier puis essayer d'aider comme je pouvais. Fait que j'ai fait un tour d'une coupe de CHSLD, j'ai fait une coupe de Château Bellevue là, que j'ai bien apprécié. T'as Thetford Mines, dans le secteur de Port-Neuf, t'en as plein, t'as Saint-Nicolas aussi, Château Bellevue. Puis moi, semaine après semaine, je remarquais pendant la pandémie, tout était fermé, là, les gens ne bougeaient plus, si ce n'est que de faire quelques marches supervisées dans les stationnements. Là, qui était hallucinant. Tu étais 70 ans dans un foyer de personnes aînées, mais tu n'es pas en fin de vie. Puis il faut que tu demandes la permission à un gars de 30 ans, de 40 ans, je peux-tu aller marcher dehors? C'était épouvantable. Mais j'ai remarqué, moi, la perte physique chez certains individus, puis la perte cognitive aussi. Des gens qui, au départ, 3 mois avant, moi, je leur jasais, me reconnaissaient, ça allait relativement bien le moral, puis après 3 mois, c'était difficile. Question-réponse, il y avait une certaine latence, puis même affaire au niveau physique, ces gens-là avaient de la misère à marcher après 3 mois. Toi, l'as-tu remarqué dans ton métier? Ben moi, je l'ai remarqué. Ben moi, les gens étaient à distance. Donc, ce sont des gens qui ont embarqué dans le programme, qui ont fait l'exercice à la maison, mais je vais te parler de façon plus personnelle. Moi, pendant des années, je me suis entraîné avec mon père. Mon père est décédé en février dernier, mais pendant imagine qu'il y avait 85 ans à l'époque. Il s'entraînait avec mon gym. À travers la première fermeture, qui a été pendant des mois, moi, je l'ai vu fondre là, sur le plan musculaire. Sa masse musculaire a fondu. Quand on a recommencé à s'entraîner, il a repris de la masse musculaire. On a eu une deuxième fermeture. C'était une drop encore pire. Puis quand on est revenu, ben, c'était encore plus difficile. Ça a eu un impact. C'est évident que la sédentarité qu'on a imposée volontairement aux gens a eu des conséquences sur la santé des gens de 70 ans et plus. On aurait-tu pu faire les choses autrement avec eux autres? Ben, si tu avais eu des ressources pour les faire bouger, peut-être. Peut-être, mais est-ce qu'on pouvait faire autrement? Est-ce qu'on pouvait gérer autrement? Je le sais pas. C'est sûr que tout ça a eu un impact. Ça a eu un impact psychologique négatif sur bien des gens. Ça a eu un impact physique. Puis la question à long terme, et ça, c'est pas pour venir chialer contre le gouvernement Legault, mais je pense qu'en gestion de pandémie, ce qu'on devrait évaluer à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a fait pour gérer la pandémie. Il y a eu des conséquences négatives. Est-ce que les conséquences négatives qu'on a eues sont plus importantes que ce qu'on voulait prévenir? Doit-on gérer les prochaines pandémies de la même manière? Ben, tu sais, normalement, si tu es une entreprise privée, je te dirais, la majorité des entreprises privées apprennent constamment de leurs erreurs. C'est une question de survie. Puis, s'il arrive la même situation 2-3 ans plus tard, ils vont la gérer différemment. Là, c'est le gouvernement. J'ai l'impression que le gouvernement semble jamais apprendre de ses erreurs. Même dans le système de santé, ma conjointe est infirmière clinicienne. Puis moi, depuis que je suis né, on me dit que ça va pas super bien en santé, puis elle mentionne, puis elle a des collègues qui sont beaucoup plus âgés, là. C'est constamment les mêmes erreurs qui sont répétées. Il n'y a jamais nécessairement d'amélioration au niveau de la gestion. Tous ces gens-là semblent bien intentionnés d'essayer d'améliorer le système de santé, mais concrètement, sur le plancher des vaches, ils n'ont pas du tout ça, ils font pas. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Puis pourtant, on paye plus d'1 milliard de dollars en santé là, qu'on envoie à Québec pour injecter dans le système de santé, puis on voit pas les résultats. C'est constamment des budgets supplémentaires
on voit pas les Tu le vois pas sur le terrain, c'est parce que c'est une gestion tellement lourde. J'ai plus espoir en l'entreprise privée qui va peut-être se lancer en santé que le gouvernement en tant que tel qui semble pas être capable de gérer la santé efficacement, tant aussi longtemps du moins qu'il n'y aura pas de partenariat public-privé. Moi, je pense que quand tu vas mettre des hôpitaux en concurrence, oui, c'est des certain. gestionnaires d'entreprise qui vont être à la tête de ces hôpitaux-là, ça va être public, ces hôpitaux-là, mais la performance va être mesurée. Puis ça se peut que l'année d'après, si le gestionnaire de cet hôpital-là ne soit pas performant, qu'il se fasse remplacer, puis que ce soit une autre entreprise qui prenne place. Mais il faut qu'il y ait de la compétition. Mais regarde, la réalité, c'est que pour le système de santé, on est tous une dépense. Si tu as un hôpital privé qui, lui, est payé en fonction des gens qu'il va traiter, avec la vitesse qu'il va le traiter, avec l'efficacité qu'il va la traiter, tu deviens un client. Ouais. Puis lui, il a avantage à se grouiller parce qu'il fait plus d'argent. Tu sais, quand je jase de ça, des fois, il y a des auditeurs qui m'écrivent, puis tu sais, il faut que tu aies un médecin. Normalement, as-tu un médecin de famille? Moi, j'ai jamais eu ça. Puis les gens s'expliquent mal pourquoi il y a des gars comme moi qui n'ont jamais eu de médecin de famille. C'est bien simple, je ne suis pas payant pour le médecin de famille. Mais non, tu vois, il y a une fois 2 ans. Ma blonde, qui elle, a besoin de renouvellement pour ses prescriptions de pilules, d'anticonception, comment ça s'appelle? Anticonceptionnelle. Elle est payante pour le médecin. Tu sais, si elle a des maux de ventre récurrents, elle est payante pour le médecin. Mais moi, là, qui ne mange jamais rien et qui fait juste payer, le médecin, je ne vais pas y porter ma carte d'assurance maladie. Il ne fera jamais d'argent avec moi. Là. Le médecin, je vais être payant pour lui, puis il va m'accepter à partir du moment où je vais avoir des problèmes de santé physique. Mais tu sais quoi? Parce que je côtoie des individus comme toi, parce que je t'entends dans tes podcasts, parce que je te suis sur tes réseaux sociaux, Denis, c'est sûr et certain que je vais essayer de moins possible de rencontrer le médecin. Ah, c'est l'idéal. Ouais, c'est vraiment l'idéal que tu prennes soin de ta santé. Exact. C'est tout grâce à toi. Merci beaucoup. Parlons des diètes miracles. Quand j'étais jeune, ma tante chez qui je résidais quelquefois, elle mangeait de la crème Bodwig. ma mère a fait ça dans le temps. C'était la foutue crème Bodwig. Toutes les femmes, ils mangeaient de la crème Bodwig. La diète au pamplemousse. J'ai vu ma mère manger un demi-pamplemousse le matin. Ah, j'ai pas connu ça. À un moment donné, c'est écœuré. Voyons, ça n'avait pas de sens. J'ai pas connu ça. Puis tu sais, ils ont inventé plein de diètes, là, comme j'en ai en tête, là. C'était québécois, la patente, là. C'était une diète, bref. Là, on parle de keto. Qu'est-ce que tu penses de ce type de diète-là? Puis tu sais, c'est une secte, là. Tu sais, va pas parler contre les ketos, là. Toi, tu vas te faire ramasser. Ben, c'est pas la première fois, là. Non, c'est pas la première fois. Écoute, j'ai failli me faire assassiner parce qu'à un moment donné, j'ai fait un podcast qui s'intitulait la diète de la mort, la diète cétogène. Parce que le monde n'a pas compris. Ce que j'expliquais, c'est dans la diète cétogène. Ce qui se passe, c'est ce qui arrive quand tu es en train de mourir de faim. Parce que pour brûler des lipides, ça te prend des glucides. Donc, quand tu arrives à moins de 50 grammes de glucides, ton corps est plus capable de brûler dans les cellules les lipides. Il les envoie dans le foie, OK? Et là, le foie le transforme le gras en corps cétonique. OK. Et ton cerveau peut utiliser les corps cétoniques, tes organes peuvent utiliser les corps cétoniques pour produire de l'énergie. Mais la réalité des gens qui vont dire qu'ils font une diète keto ne font pas une diète keto. Parce qu'une vraie diète keto, c'est que tu manges moins de 50 grammes de glucides par jour. Et si tu manges moins de 50 grammes de glucides par jour, tu devras avoir une haleine d'acétone. Tu devras te puer de la gueule, c'est épouvantable. Ça m'arrive des fois, moi. Comme un diabétique qui est hors contrôle. Donc, ce que tu vois, je vais te donner un autre exemple concret. Moi, j'ai un de mes clients qui décide de m'obstiner. Fait que ceux qui font la diète keto, ils puent, c'est ça? Ceux qui font une vraie diète keto. Sniper 1. Donc, je va sortir de l'établissement. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça qui va arriver. J'ai un client qui décide de m'obstiner. Il vient, il prend mon programme, il dit Denis, moi, je décide de faire la diète cétogène. Mais moi, j'ai des outils pour mesurer. Fait que lui, il embarque sa diète cétogène. Regarde, Denis, je suis content, là. En 3 semaines, j'ai perdu 12 livres. Je l'embarque sur ma balance. J'ai dit, oui, mais tu as perdu 9 livres d'eau. 9 livres d'eau? Sur 12 livres. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que pour garder tes réserves de glucides, par gramme de glucides, il faut que tu aies 2 à 3 grammes d'eau de plus dans ton corps. OK. Donc, quand tu diminues tes réserves de glucides, tu vas diminuer tes réserves d'eau. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a vu ça, il était découragé. Mm-hmm. Quand il a vu ça et qu'il est revenu à une diète normale, qu'est-ce qui est arrivé? Il a repris ses 9 livres d'eau. Mais quand il est revenu en équilibre, là, il s'est mis à perdre du gras.
Moi, personnellement, je suis contre les affaires extrêmes. Moi, je dis toujours à mes clients, pourquoi faire des pirouettes nutritionnelles quand avec un simple équilibre de vie, tu peux y arriver. Et pourquoi on passerait d'une diète qui a été la plus étudiée au monde, qui est la diète méditerranéenne, à essayer de faire des pirouettes nutritionnelles avec les autres diètes? Si vous y croyez, c'est pas mon foutu problème. OK? Puis ce que je viens de vous expliquer, c'est de la physiologie. Fait que vous n'allez pas essayer de m'obstiner, vous n'y arriverez pas. OK? C'est ça qui se passe avec une diète cétogène. Est-ce que c'est santé? À court terme, on a tous, sur toutes les diètes qu'on va sortir, on a des études à court terme. On a rarement des études à long terme, sur les impacts à long terme. Donc, moi, je préfère ce que j'appelle la voie du milieu, l'équilibre de vie, ce qui t'oriente vers une diète méditerranéenne, où tu sais que par les études scientifiques, les légumes, les fruits, les poissons, les noix, les amandes, un peu moins de viande dans ton alimentation, ben, tu as des résultats exceptionnels. Alors, pourquoi je fais tout ça? C'est sûr que tu as un effet de gang. C'est le fun de se sentir en gang. Ouais, puis c'est sectaire. Moi, je pourrais avoir déjà jasé avec des gens qui étaient anti-keto, puis des gens qui étaient pro-keto dans la même station de radio. Là. Ça s'engueulait, Denis. Ben oui, je sais. Quand t'es rendu à t'obstiner pour des diètes, là, c'est parce que là, dans ta tête, là, t'as eu un problème dans le cerveau. Là. Ben moi, ça m'est arrivé, dans un souper de famille. Ouais. La personne avait lu sur la diète keto, puis là, elle était rendue keto. Puis là, elle essayait de me dire que j'avais tort. Mais j'ai dit, explique-moi physiologiquement ce qui se passe d'une diète keto. Non, mais c'est bon une diète keto. Moi, non, explique-moi physiologiquement ce qui se passe d'une diète keto et quels sont les impacts. Elle n'était pas capable. Et étais-tu consciente qu'il y avait un docteur en médecine expérimentale? Là? Elle voulait avoir raison. Okay. Oh, elle savait ce que je faisais dans la vie. Là. Mais elle t'obstinait pareil. M'obstinait pareil. En sachant très bien que toi, ben, ton entreprise est basée pas mal sur la connaissance de ce type de régime-là. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que les gens ne peuvent pas arriver à ça. Moi, j'ai évolué pendant 30 ans là-dedans. Ouais. Fait que, j'ai fait des mesures. C'est sûr que les gens ne peuvent pas s'imaginer la complexité de tout ça et l'ensemble des mesures qu'il y a en arrière. Fait que les gens se résument à une mesure en calories, une mesure en poids, puis on mange du gras, puis on coupe les glucides. OK, si tu y crois et tu veux le faire, mais combien de gens ont abandonné ça? Combien, moi, j'ai eu de gens à dire, Denis, j'étais sur le point de vomir parce que je n'étais plus capable de manger du gras. Mais c'est normal, ton corps n'est pas capable de gérer autant de gras. Il y a une logique à un moment donné. Ouais. C'est que les gens, au lieu de garder la voie du milieu, passent d'un extrême à un autre. Les extrêmes, c'est jamais bon. Non. Denis Boucher, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ils peuvent te retrouver de quelle façon? Les petits gros là, qui veulent décider de se mettre en mouvement. Écoute, vous allez sur denisboucher.com. Ouais. Si vous voulez voir ce que le programme de perte de poids a l'air, il y a une vidéo de 40 minutes où je vous explique comment il fonctionne et ce que vous devez être prêt à faire pour vous inscrire. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ça, vous ne vous inscrivez pas, je ne veux pas vous voir. That's it. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux des gens qui sont prêts à changer de style de vie, qui veulent réussir. Je veux pas des géniards, des pleurnichards qui vont avoir une excuse pour me dire, après une semaine, « Ouais, mais là, j'ai pas eu le temps de le faire. Ah, mais ça, je trouve ça difficile. Et ouais, non, ça, Denis, là, non, je suis pas capable. » Du monde de même, j'en veux pas. Moi, je veux des gens qui ont pris une décision de changer de style de vie. Je les outille, je leur enseigne comment ça fonctionne et je leur donne un moyen d'être capable de maintenir ça pour le reste de leur vie. Puis là, pour le mois de janvier, il te reste un peu de place? Il me reste 6 places pour le 18 janvier. Au moment où on se parle. Oui, exactement. Okay. Je prends les petites cohortes pour être capable de répondre aux demandes de mes clients. Oui, ben c'est ça, pour être présent. Puis là, ton livre là, que tu es en train d'écrire. Ben là, je suis en train d'écrire le 5e volet de ma série Inspecteur paranormal, qui est Enquête fantôme. Ouais, tu viens de me voir sur l'heure du midi pour me parler de ça. Mec Soigné, ce livre. Mec Soigné, je vais venir t'en voir. Puis l'autre qui est vraiment dans mon style ironique, ça va être Éloge de la stupidité humaine. Tu sais, te voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Oui. Qui est très ironique, sarcastique, et lui qui s'en vient, Éloge de la stupidité humaine, qui va être comment les gens s'embourbent dans leurs propres pensées. Denis Boucher, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Je te souhaite de passer une belle fin de soirée ainsi qu'aux auditeurs. Puis pour les autres, ben, on se rejase demain à partir de 11h30 dans Marceau le Midi. Merci beaucoup, Denis. Merci, Yannick. À la prochaine.